la vitalité associative sur les différents continents amène à souligner qu'il y a un autre scénario qui est en train d'avancer dans le monde entier, mais qui est encore relativement invisibilisé, qui est celui justement, ce que j'appellerais une résurgence, c'est pour ça que j'ai parlé de réinvention de l'association. Aujourd'hui se réinvente une association qui ne soit pas uniquement ce social business qu'on nous propose comme étant le modèle, mais qui soit justement une association qui renoue avec ce qui a toujours fait la composante démocratique de l'association. Et il me semble que ça amène à souligner le fait que l'association peut être un partenaire majeur du contrat social qui va être nécessaire pour que le XXIe siècle puisse arriver à inscrire dans la réalité la transition dont nous avons besoin, à la fois dans sa dimension écologique et solidaire, mais à certaines conditions. C'est-à-dire que pour que l'association puisse véritablement dépasser le mépris dont elle a fait l'objet, je pense qu'elle est amenée à faire aussi un effort sur son fonctionnement propre. Et la première chose qui me semble importante, c'est de voir comment le statut associatif ne suffit pas à faire vertu. Et que l'association ne pourra retrouver une légitimité renforcée que si elle est en mesure d'approfondir la dimension participative et délibérative de ses fonctionnements internes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est association qu'on est forcément crédible et légitime. Mais je pense que si on arrive à impliquer les usagers, les bénévoles, les salariés dans ce que fait l'association, et là on n'a pas de modèle, il s'agit beaucoup plus de mutualiser les pratiques qui existent déjà, qui vont dans ce sens-là, et de voir comment les associations peuvent s'inspirer mutuellement dans ces démarches-là. Donc il n'y a pas de modèle tout fait. C'est ça la grande difficulté, c'est que la nouvelle gestion publique, elle a des outils déjà là. Tout ce qui est de l'ordre d'un approfondissement du débat public au sein des associations, des associations comme finalement vecteurs à travers lesquels les citoyennes et les citoyens peuvent s'exprimer, ça reste un chantier. Et je pense que ce chantier est tout à fait urgent dans le monde associatif, si le monde associatif doit retrouver cette dimension de mouvement auquel vous tenez, à juste titre. Il me semble également qu'il faut qu'il y ait dans les associations, pour échapper au prisme organisationnel à travers lequel elles sont vues, il faut qu'il y ait une capacité aussi à s'adosser sur sa propre histoire. C'est un travail que nous, on a essayé de faire avec 200 ou 300 associations au fil du temps, c'est d'essayer de voir comment finalement un retour sur l'histoire de l'association permet d'éclairer ce qu'elle peut devenir demain. Je prendrai un seul exemple. On a travaillé avec Emmaüs. Avec Emmaüs, si vous voulez, perpétuellement, il y avait la volonté des acteurs de Emmaüs de dire c'est trop le bazar dans Emmaüs, il faut qu'on centralise plus les décisions, parce que sinon tout le monde fait ce qu'il veut, c'est plus possible, ça ne peut plus durer. Et puis, quand on regardait l'histoire de l'association, on constatait qu'à la fois il y avait cette demande explicite des acteurs d'Emmaüs, et en même temps, à chaque fois qu'un dirigeant essayait de mettre en place la centralisation, il se faisait virer. Donc vous voyez que si on revient, c'est juste une anecdote, mais si on revient sur l'histoire associative, on comprend finalement ce dont est porteuse l'association, d'où elle vient, et on pourrait aller plus loin, quel type de logique elle a voulu faire vivre. Et c'est à partir de la compréhension, comme on l'a fait là pendant un instant au niveau général, ce travail on peut le faire au niveau de chaque association, c'est en comprenant d'où on vient qu'on peut savoir où on va. Et par contre, quand on fait
des réformes dans une association managériale, c'est-à-dire qu'on change l'organigramme, par exemple, ce qu'adorent les nouveaux dirigeants quand ils arrivent en association. C'est rebâtir les fonctions comme fait n'importe quel dirigeant d'entreprise qui veut marquer qu'il n'est pas comme son prédécesseur. Ben là, c'est des échecs, parce que, effectivement, ce qui fait l'association, c'est en partie son épaisseur historique. C'est-à-dire le fait que pendant parfois des générations et des générations, des gens se sont retrouvés pour essayer de réaliser le but commun qu'ils s'étaient donné, dans la difficulté, sans forcément y arriver. Mais ça crée une entité qui n'est pas la même chose qu'une entreprise privée, qui elle est basée sur une logique que l'on peut considérer comme tout aussi légitime, mais qui est différente, qui est la logique de la rentabilisation des investissements qui sont faits dans l'action collective. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là, l'association. Il faut tenir compte dans les outils de ce que l'association est différente, même si, évidemment, sur certains points, on va avoir des outils qui peuvent être partagés avec l'entreprise, mais jusqu'à un certain point seulement. Et c'est pour ça que, à cette obsession d'un mécénat ou d'un rapprochement avec les entreprises qui succéderait au tout public, je pense qu'il faut substituer une autre façon d'envisager les ressources de l'association et l'équilibre économique des associations, qui est une façon de voir comment est-ce que les associations fonctionnent en fait sur la combinaison entre des ressources variées, ce que l'on peut appeler l'hybridation des ressources, puisque ce qui fait le propre de l'association en lien avec son originalité politique, c'est aussi qu'elle est en mesure de rassembler les ressources venues de la redistribution publique, on l'a dit, c'est une partie de l'histoire longue, mais aussi venues du marché, mais aussi des ressources venues d'un principe économique qui là aussi est trop souvent oublié, qui est le principe de la réciprocité, qui fait qu'il y a des gens qui s'investissent dans ce fonctionnement collectif, qui s'y engagent, et que du point de vue économique, ils constituent des ressources. Donc je pense qu'il y a aussi, et nous avons des appuis pour penser cela, il y a aussi à penser l'économie des associations d'une manière qui tient compte de leur originalité et de leur façon de combiner des ressources qui n'est pas la même que celle que l'on peut retrouver dans d'autres organisations. Et on l'a bien vu dans le travail qui est disponible sur le site du FONGEP, que l'on a fait de recherche sur les modèles économiques des associations. Quand nous analysons le modèle économique des associations, nous ne trouvons pas la même chose que le Rameau qui conseille les associations et qui est une émanation du MEDEF. Le Rameau, il trouve quoi? Il trouve que les associations doivent se rapprocher des entreprises, parce que sinon, elles n'ont plus véritablement de possibilité d'équilibrer leur budget. Nous trouvons autre chose. Quand nous allons voir les associations pendant plusieurs jours, nous trouvons une multiplicité de formes de coopération territoriale, d'inscription volontaire d'un certain nombre d'acteurs. Et ça, si on l'invisibilise, on ne rend pas compte du fonctionnement réel des associations. Et on va essayer de reprendre ça avec les 6 associations avec lesquelles on a travaillé, et en ouvrant la réflexion dans un séminaire à toutes les associations qui sont intéressées dans l'éducation populaire en priorité, mais pas seulement, pour justement continuer sur cette réflexion qui s'est amorcée avec 6 associations, pour voir que dans ces associations, il n'y a pas que des ressources marchandes ou des ressources publiques, il y a aussi des ressources réciprocitaires qui sont propres aux associations et qui sont un élément de leur équilibre futur qui, là aussi, peut être négligé si les lunettes avec lesquelles nous regardons la réalité n'éclairent pas cette partie-là. Donc sur le plan de la démocratie interne, sur le plan de l'économie, il y a, je crois, des possibilités de retrouver ce qui est le propre de l'association. Et il me semble qu'il y a une multiplicité de démarches à travers lesquelles se cherche
cette réinvention de l'association aujourd'hui, et que il faut revenir à ce que disait d'une certaine façon Tocqueville, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie sans association. Ça ne veut pas dire, ne soyons pas naïfs, vous l'êtes encore moins que moi, que les associations sont démocratiques, on sait bien qu'elles ne le sont pas dans tous les cas, mais en tout cas, il n'y a pas de démocratie sans droit d'association. Et ça revient aussi, je pense, à un débat fondamental posé par Dewey dans sa fameuse controverse avec Lippmann, c'est-à-dire Dewey, que je citais aussi au début, Lippmann disait, quand nous sommes dans une société aussi complexe que la nôtre, il y a des choses dont les citoyens ne peuvent plus discuter, en particulier la technique et l'économie. C'est trop compliqué pour eux. Hein. Et donc, à un moment donné, à société complexe, délégation à l'expert. Ça, c'était la position de Lippmann, on ne peut pas faire autrement. Et Dewey lui répondait, c'est juste le contraire. C'est-à-dire que quand la société devient plus complexe, il n'y a que ceux qui sont concernés par un problème qui trouveront la solution appropriée. Et vos technocrates experts, ils trouveront toujours des solutions plaquées qui, en fait, n'arriveront pas véritablement à être pertinentes pour les gens. Et donc, c'est pour ça que Dewey, il propose finalement que les associations soient aussi des façons de mener des enquêtes avec les gens concernés par un problème. Et là aussi, ça a des incidences sur la dimension démocratique que peut accentuer l'association à travers justement la proposition d'inclure de plus en plus les différents acteurs dans la résolution des problèmes qui se posent aux associations. Et je pense que ça, c'est une posture qui est essentielle pour le XXIe siècle. Soit on va être obligé de s'en remettre à des experts, et à ce moment-là, la démocratie va vraiment se réduire à la portion congrue, en particulier si la technique et l'économie sont gérées par ces experts, soit l'autre choix, et c'est pour ça que, me semble-t-il, qu'on peut faire l'hypothèse qu'il y a une résurgence associative aujourd'hui, c'est que c'est en rapprochant les problèmes des gens concernés et en faisant que ces gens concernés puissent de plus en plus s'auto-organiser pour arriver à aborder eux-mêmes et donc à résoudre les problèmes qui sont posés, c'est à travers donc, cet approfondissement de la démocratie qui soulève plein de questions après. Mais en tout cas, c'est à travers cet approfondissement de la démocratie que nous trouverons les réponses aux défis qui commencent à se poser au XXIe siècle, et en particulier les défis en matière de cette transition écologique et solidaire que je mentionnais à l'instant. Donc voilà pourquoi il me semble que les associations ne sont pas, contrairement à la manière dont elles sont souvent enfermées dans ce paradoxe que j'énonçais, des acteurs marginaux, mais sont des éléments importants, voire centraux, dans une société démocratique. Merci.